bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Moi, je ne m'entends pas très bien. Beaucoup de bruit autour de nous. Je suis François Assada, un associé de KPMG en France. Et aujourd'hui, nous allons discuter avec les membres du panel du rôle des tech et des fintech dans le passage à une économie et à un monde durable. Donc ça ne vous a pas échappé, les experts climatiques, les régulateurs, les pouvoirs publics, la pression populaire nous encouragent à aller à faire un effort en faveur du climat pour notre propre survie probablement. Et il y a eu un certain nombre de discussions, d'incitations, de directives, de lois qui ont été votées depuis le début des années 2010 et qui nous encouragent dans cette direction, que ce soit le calcul carbone dès 2010, les accords de Paris de 2015, la CSRD dès cette année pour un certain nombre d'entreprises. Et donc on voit que les organisations font face à un important effort relativement inédit de devoir collecter, traiter, publier, faire auditer des quantités très importantes de données pour satisfaire les obligations ESG, mais également dans le cadre de leur stratégie, puisqu'un certain nombre de ces sociétés vont au-delà des obligations réglementaires et vraiment incluent l'ESG dans le cadre de leur stratégie. Donc c'est devenu véritablement nécessaire de mettre en place des infrastructures technologiques pour gérer ces nouveaux reporting et ces nouveaux processus. Et il y a un certain nombre de sociétés qui se sont positionnées et qui ont proposé des solutions de marché des solutions de marché sous forme de plateforme. Et on a assisté donc à une plateformisation de la réponse à ces obligations. Et le but de ces plateformes, ça va être d'extraire, de traiter, de gérer, de communiquer et de faciliter le pilotage par la donnée de l'ensemble de cette trajectoire ESG. Donc aujourd'hui, je suis entouré d'Olivier Pin, Chief Product Officer chez Deepkey, une société française qui ambitionne d'aider ses clients à accélérer leur transition vers le net zéro et la durabilité sur la base de la donnée, notamment via la plateforme Deepkey Ready. Également d'Alexis Normand, le CEO de Greenly, une société française également, qui a construit une plateforme pour permettre à ses clients de mesurer, de piloter, de réduire leurs émissions de CO2. Et également, enfin, d'Emmanuel Papadacci, qui a la particularité, lui, d'avoir une double casquette, celle de directeur du startup studio La Fabrique by Crédit Agricole et celle de vice-président de l'Observatoire de la FinTech. Alors, je vais commencer par toi, Emmanuel, donc avec ta double casquette. Quelle est ta perspective sur la façon dont les FinTech, vont participer à la transition vers une économie durable? Oui, merci pour l'invitation, surtout aujourd'hui. C'est vrai que mes doubles casquettes, là où c'est intéressant, c'est que je vois un peu tout le monde de la FinTech et de la tech dans le cadre de mes activités, associatives ou professionnelles. Pour répondre à la question, il faut faire un mini-cours de qu'est-ce que c'est que le développement durable, sans vouloir faire de professorat. Le développement durable, c'est 3 composantes. C'est l'inclusion sociale, c'est la transition énergétique, environnementale, et c'est une meilleure gouvernance, une meilleure transparence dans la gouvernance de l'économie. Et quand on regarde la FinTech d'abord dans ce domaine-là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les premières FinTech qui ont adressé ce marché, on l'a d'abord adressé sur le marché de l'inclusion sociale. On a un très bel exemple en France, alors ça me fait mal au cœur parce que c'est un concurrent au Crédit Agricole, mais qui est le compte Nickel, qui aujourd'hui en fait est le deuxième acteur qui ouvre le plus de comptes de paiement en France et qui adresse une clientèle qui avait une relation compliquée avec sa banque et qui permet de sortir d'une sorte de mini-précarité ou de difficultés des centaines et des millions de Français ou non français, en tout cas sur le territoire français aujourd'hui. Et je pense qu'on peut le souligner, le premier essor a été de la FinTech dans ce domaine-là était avant tout sur l'inclusion sociale. Ensuite, il y a une seconde famille qui sont les FinTech qui participent à la transition énergétique.
à la transition, à une meilleure transition environnementale. Et là, on a eu toute une cohorte de FinTech autour d'un meilleur financement, comment flécher le financement vers des projets qui participent à ça, au lieu de placer ces fonds dans une banque traditionnelle qui participe à l'essor de l'économie au global, pouvoir permettre au grand public ou des entreprises de placer ces fonds sur des projets dédiés à cette transition environnementale. Et on a eu un peu les petits frères dans l'autre sens pour le crédit. C'est un peu le épargne-crédit, c'est le mécanisme de financement de côté, avec un mouvement assez massif de plusieurs dizaines d'acteurs qui prennent leur essor, dont certains deviennent importants, alors pas aussi gros que la cohésion sociale, mais intéressants. Et puis il y a la troisième famille dont on a des représentants aujourd'hui, dont on sait que cette transition, ça se passe beaucoup par mesurer l'impact de mon comportement, moi opérateur économique, que je sois un particulier, que je sois une entreprise. Pour ça, il faut que je récupère des données, certes bancaires, mais des données de mon activité, des données péribancaires, extra-financières. Tout ça, il faut les mettre quelque part, il faut les traiter, les rendre intelligibles, les partager avec des tiers. Donc il y a toutes ces plateformes que tu as citées. Et là, c'est vrai que depuis 2-3 ans, on est face à un essor assez considérable de cette troisième famille, dont on sent que c'est une sorte d'enabler important. Et tout cet écosystème qui est devant nous, pour donner quelques chiffres, c'est à peu près entre 100 et 150 fintech en France. Donc c'est un quart des fintech françaises qui adressent ce sujet. Donc certains le disent en disant « je fais partie de ce monde », d'autres ne le disent pas, tel M. Jourdain, etc. Mais c'est à peu près un quart Et donc c'est à peu près entre 200 et 300 millions d'euros levés. Donc c'est un mouvement qui est assez massif. Et cette tech, je pense qu'elle va permettre aux grands acteurs de l'économie en fait, de rentrer dans ce mouvement. Vous savez, il y a une réglementation, la CRCRD, vous le savez tous sans doute, qui arrive. La CRCRD, c'est pas demain, c'est maintenant. Pour permettre à une petite PME, un petit pro d'entrer là-dedans, juste des bras pour le faire, ça va pas suffire. S'il n'y a pas de la tech derrière pour aller plus vite, on va pas y arriver. Voilà, donc c'est ce que font tous ces acteurs, et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver, me semble-t-il. Merci Emmanuel. J'ai parlé un petit peu plus tôt de la plateformisation du traitement de la donnée. Est-ce que vous, Olivier et Alexis, vous pouvez nous donner votre perspective et vos perspectives respectives en fait, sur cette industrialisation en fait, Ouais, alors nous de notre côté, moi je vois deux raisons principales. Moi mes clients, ce sont des grands fonds immobiliers, des grandes foncières. Donc je travaille purement avec des responsables, des propriétaires immobiliers. Et donc eux, ils ont eu des réglementations avant même la CSRD. Et ces réglementations, elles ont commencé à devenir plus matures. Donc au début, tout le monde essayait de choper quelques données n'importe comment. Donc voilà, on avait des fichiers Excel qui partaient par email, etc. Et puis maintenant, comme c'est un peu plus mature, on a des gens comme François qui viennent les voir et qui disent maintenant il faut auditer d'où vient cette donnée. Donc là, d'où vient ce fichier Excel, qui l'a rempli, qui l'a touché, on ne sait pas forcément. Donc ça, c'est un premier mouvement qui pousse vers des plateformes qui gèrent ça et qui rendront tout ça beaucoup plus auditable. Le deuxième aspect, c'est que ces réglementations, le but, c'est pas juste de faire du reporting, c'est d'inciter et d'accélérer, d'inciter à la transformation et de l'accélérer. Et donc, sur ces données qu'on collecte, nous, on collecte plein de données de consommation énergétique des bâtiments. Et derrière, c'est comment on définit un plan d'investissement pour vraiment transformer ces immeubles, pour les isoler mieux, pour les rendre plus résistants aux risques climatiques. Et donc, tous ces process-là, ça peut que s'appuyer sur de la donnée qui est dans une plateforme, pas sur des fichiers Excel, pas sur des choses faites ad hoc. Oui, alors, bien sûr, mais pour l'histoire de la plateformisation, dans notre cas, quand on a démarré, on était une app mobile pour que les individus suivent leur empreinte carbone eux-mêmes. Et puis, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, où on a vu, qui était un peu la conséquence du mouvement des Gilets jaunes, et on s'est rendu compte que parmi les propositions, il y avait celle que toutes les entreprises se mettent à suivre leurs émissions. Et comme on commençait à devenir un petit peu expert du sujet chez Greenly, on s'est dit mais attends, en fait comment ça se fonctionne aujourd'hui ce système, c'est que des cabinets de conseil qui travaillent, qui sont des experts, qui travaillent avec des très grands groupes, qui eux-mêmes sont des experts, qui ont effectivement tout un tas de modes de traitement de données qui leur fonctionnent. Mais est-ce qu'un système comme ça qui est très coûteux, ça va fonctionner pour un monde qui fondamentalement a changé ? Tu l'as cité, il y a des pressions de tous les côtés, des investisseurs, de la réglementation, des clients en fait surtout,
ces mêmes grandes entreprises qui demandent du coup à leurs fournisseurs de leur donner des informations sur leur impact, puisque quand une entreprise calcule ses émissions, en fait, pour la plupart, plus de 80% sont celles de sa supply chain. Donc il y a ce mouvement de généralisation en fait du suivi qui ne colle plus avec les outils qui sont utilisés. Donc on a compris qu'on faisait fausse route sur cette question d'application mobile et qu'il fallait appliquer ça, mais pas forcément remplacer les outils existants des grands groupes, mais en fait équiper tout le monde. Et donc réfléchir à... C'est un peu comme si on vous demandait de faire le compte de résultats et le bilan de votre entreprise et vous devez simultanément utiliser un logiciel et apprendre la comptabilité. Et c'est ce qui se passe en comptabilité carbone. Et donc avec que des gens quasiment qui démarrent. Enfin, pas dans les grands groupes, mais dans le reste de l'économie, c'est-à-dire l'essentiel de l'économie en fait. Et donc cette plateformisation, c'est ça qu'on développe. 3 ans et demi plus tard, on a à peu près 2000 clients et effectivement, on est parti d'un truc très simple qui est intégrer vos données comptables et on va automatiser à en fait nos clients ont besoin de plus de détails, à intégrer votre compteur électrique, intégrer votre cloud, intégrer vos logiciels de travel, intégrer tout quoi. Et progressivement construire aussi donc un reporting puisque c'est ça par quoi commence le besoin, mais derrière des stratégies de réduction, etc. etc. Merci. L'un des sujets qui concerne particulièrement les utilisateurs, et Olivier, tu en as parlé aussi, parfois leurs auditeurs, c'est aussi la fiabilité de ces données, pour tout un tas de raisons, parce qu'ils doivent le reporter, parce qu'elles doivent être auditées, etc. Mais aussi parce que des décisions seront prises sur la base de ces données. Donc, comment, dans vos plateformes, vous approchez le sujet de la qualité de la donnée, à la fois en entrée, mais aussi en sortie Alors, c'est un sujet qui est clé et je pense qu'il faut stratifier un petit peu les entreprises. Et là, je pense que l'analogie de ce qui se passe en finance est la bonne. C'est-à-dire que pour les petites entreprises, vous avez des experts comptables et pour les grandes entreprises, vous avez des comptables en interne avec des auditeurs externes. Donc, c'est la transparence et la revue par un tiers. Ça, c'est la base. Mais d'un point de vue plus opérationnel, c'est l'auditabilité des flux. Donc, quand vous uploadez des données électriques, quand vous uploadez des données comptables, vous avez le flux. Après, la particularité de la comptabilité carbone, c'est qu'il faut convertir un kilowattheure en CO2, ou convertir une dépense en CO2, ou convertir une tonne d'acier en CO2. Et là, on est dans un domaine où on travaille sur des moyennes. Donc même l'intensité carbone du kilowattheure en France, vous pouvez faire la moyenne annuelle, vous pouvez faire le truc à la minute près. Enfin, et donc là, il y a des choix méthodologiques qui sont faits. Parfois, les données sont incomplètes. Si vous devez faire une hypothèse sur quel est l'équivalent carbone de 100 tonnes d'acier, vous avez une moyenne, mais c'est mieux d'avoir le fournisseur. Et donc, là-dessus, il faut expliciter ces hypothèses. Mais le mouvement général est d'aller vers une donnée toujours plus fine parce que, en fait, il y a un effet un peu de réseau qui se crée. Cette pression qui va vers les fournisseurs fait que de plus en plus... Mais il y a un problème de ce point de vue-là. Il y a des hypothèses. Oui, le processus, il est clair, comme tu l'as décrit. L'avantage aussi de la plateformisation, c'est que ce que ça permet de faire, c'est que ces hypothèses, ces décisions, quand on doit compléter de la donnée, elles sont documentées, elles sont auditables. Et maintenant, il y a de plus en plus de certifications qui arrivent aussi pour valider la façon dont la donnée est traitée par le logiciel lui-même, mais également par les process autour. Donc, il y a des normes comme la ISAE 3000 qui viennent sortir qui vraiment valident la qualité des process qui touchent autour de la donnée. Et ça, pour les clients finaux, ça ensuite, ça leur permet d'avoir une pression un peu moins forte sur cette partie-là des données de leurs propres auditeurs. Ouais, c'est bon. Non, mais donc du coup, c'est aussi pour ça que peut-être qu'on est sur ce stand. C'est-à-dire que pour une PME, il n'y a pas forcément besoin d'un auditeur. Mais dès que la CSRD implique une obligation d'être audité. Donc il y a cette notion d'auditeur de durabilité. Et je crois qu'après, comme tu as dit, le logiciel lui-même peut te donner de la cohérence, mais à un moment donné, il faut faire confiance à un tiers potentiellement.
Si. Je crois que dans vos ambitions de vos sociétés respectives, il y a un développement également dans d'autres marchés, notamment aux États-Unis. L'Europe est assez en avance, et donc peut-être vos plateformes se sont adaptées à un niveau d'exigence peut-être qui est plus élevé que dans d'autres marchés. Comment vous gérez ces différences, ces similarités, ces différences entre les différents marchés, et comment vous adaptez vos plateformes en fonction de la maturité de vos marchés respectifs? En fait, en tout cas dans notre cas, la comptabilité carbone, c'est fondamentalement la même méthode partout. Enfin, il y a des petites subtilités entre la compta ADEME et la compta GHG protocole, mais sur le traitement des amortissements, mais c'est à peu près la même chose. C'est plutôt la sociologie des organisations qui est différente. C'est-à-dire qu'en France, vous avez un directeur RSE dans une entreprise de 250 salariés, et aux États-Unis, il faut rajouter peut-être 2 zéros à l'effectif pour qu'il commence à se poser la question. Et encore, parfois c'est plus. Parfois c'est 3 zéros. Et j'exagère à peine. Et après, en France, c'est le sujet qui est poussé, parce que c'est une exigence des clients. Et aux États-Unis, c'est plutôt, il aborde plutôt la question sur l'exigence sous l'angle de la compliance financière. Donc les réglementations qui arrivent, c'est la SEC, donc l'autorité des marchés, qui dit si vous révélez pas l'impact de carbone sur votre activité, vous ne dites pas toute la vérité à vos investisseurs, en gros. Et donc il l'aborde sous un aspect juridique. Donc les exigences d'auditabilité vont être plus fortes aussi pour les Américains, alors que pour le Français, si on peut dire, c'est plutôt sur l'impact, c'est sur ce qu'il raconte, sur ses efforts, plutôt que la peur du procès, je dirais. Voilà. Ouais, bah écoute, nous, on se disait, sur ce sujet-là, les Américains, ça va venir plus tard. C'est toujours l'Europe en premier sur les réglementations, puis la Californie, puis New York, puis le reste. Ce qu'on voit, en fait, c'est que, et même malgré l'incertitude qu'il y a sur les prochaines élections aux États-Unis, dans le domaine de l'immobilier, ça part. Ça y est. Il y a une volonté d'électrifier énormément l'énergie. Ça, c'était la première étape. Mais là, on voit des projets de rénovation absolument immenses, des investissements très forts, sans attendre septembre et de voir qui est élu. Et ça, c'est drivé, dans mon domaine, encore une fois, l'immobilier, c'est drivé par les fonds eux-mêmes, les financeurs, et puis par les villes. Donc c'est beaucoup de réglementation au niveau des villes et puis ensuite des États. Et je pense que le fédéral, pour ce coup, arrivera en dernier. Allô? Ouais, on a un peu de temps encore, donc je vais essayer de poser une dernière question, puis on ouvrira après les questions à l'audience. Donc la CSRD, pour en parler, puisqu'on est en Europe, concerne le E, le S et le G de ESG. Donc vous êtes plutôt sur le E que sur le S et sur le G, encore que c'est discutable. Est-ce qu'il faut une plateforme pour chacun des E, des S et des G, chacune des lettres, voire peut-être même chacun des indicateurs clés qui devront être publiés pour la CSRD? Comment ça va marcher? Est-ce qu'on doit imaginer que dans le futur, il y aura une espèce de plateforme un peu chapeau qui permettra de connecter l'ensemble des plateformes existantes pour produire un seul reporting? Comment vous voyez le... Alors la CSRD, ça fait un peu peur parce que c'est 10 chapitres, 86 sous-chapitres, 200 activités à contrôler et 1564 points de contrôle. Donc si une PME, et ça s'applique à des sociétés de 500 salariés sur leurs activités de cette année, l'année prochaine, et 250, donc il y a un peu une crainte que ça devienne un enfer bureaucratique. Je pense que les gens le voient un peu comme le RGPD, qu'est-ce qui nous tombe dessus. Donc c'est sûr que s'il n'y a pas de plateforme, ça ne marchera pas et ça ne sera pas adopté. Après, en pratique, il ne faut pas reporter tout ça parce que vous reportez que ce qui est pertinent pour vous. Donc il y a un filtre à faire par ce qu'on appelle l'analyse de matérialité. Et tout ça, en fait, alors ce qui est particulier, c'est que toutes ces activités, décider ce qui est matériel ou pas matériel, donc si je suis une boîte de tech, je ne vais pas parler de biodiversité. Je veux dire, il y a peu de chances que ça soit très impactant, mais si je fais du textile, peut-être que je vais parler de la circularité ou des animaux, etc. Mais toujours est-il que, en fait, les guidelines du groupe qui s'appelle l'EFRAG vous disent c'est déclaratif.
Et comme c'est nouveau pour tout le monde, les gens n'ont aucune idée de ce qu'il faut déclarer. Vous allez avoir les zélés et ceux qui en font trop peu. Donc là, c'est clair qu'il faut donner des bornes via des benchmarks, via des plateformes à tout le monde pour que ça aille beaucoup plus vite et que ça ne soit pas juste une contrainte réglementaire, mais quelque chose qui, ce que c'est censé être, vous permet de vous focus sur ce qui a un impact pour vous, mais qui peut être une opportunité financière. Et ça a l'air d'être une promesse un peu vaine, mais pour ça, il faut que la partie reporting aille vite, quoi. Et juste sur les différentes dimensions de l'ESG, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a des spécialistes de différents domaines. Nous, on est parti vraiment du carbone, et c'est celui qui est le plus mature en termes d'indicateurs. Mais il y a plein de choses qui se font sur la biodiversité, sur les risques physiques et climatiques. Mais à la fin, ce qui est important, c'est que le but de ces réglementations, encore une fois, c'est l'action. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Et derrière, pour mes fonds immobiliers, il y aura qu'un seul plan d'investissement. Il n'y aura pas un plan d'investissement pour la biodiversité, un plan d'investissement pour le carbone, etc. Et donc, à un moment, il faut que tout ça converge pour qu'il y ait un endroit où on arrive à avoir le plan d'action commun pour, dans mon cas, pour des buildings et des fonds immobiliers, et puis pour d'autres entreprises. Merci. On va peut-être prendre des questions s'il y en a. Pas de questions. Emmanuel, est-ce que tu veux que je te donne... Oui, alors j'ai peut-être un petit complément, mais qui est lié à ma position au niveau du studio La Fabrique. Alors, donc, vous savez que nous, on a lancé pas mal de startups différentes. Une d'ailleurs qui est dans le domaine du crédit aux entreprises, à fort impact environnemental et donc collaboratif. Donc c'est vrai que ce business de la donnée, c'est un business qu'on connaît bien. Et en fait, quand on regarde un peu l'histoire, entre guillemets, avec un petit H, de ces mondes économiques et des activités et des acteurs de la donnée, en fait, c'est des acteurs qui déjà se créent dans un format d'API par structure. C'est-à-dire qu'en fait, on n'achète pas le produit, le client n'achète pas le produit si il n'est pas persuadé qu'il peut la transférer à un tiers demain. Donc tous ces acteurs, by design, sont connectés à l'API, sont capables de fournir des données à un tiers, après accord bien sûr du client final, etc. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'au début, on crée de la donnée, et quand on en a une masse importante, on découvre au fil de l'eau des monétisations, des usages qu'on n'imaginait pas au début. Donc ça se trouve, on se reparle dans 5 ans, dans le Vivatech 2029, avec Alexis et Olivier. Les deux sociétés auront des activités entières qu'on n'imagine pas. Alors toujours dans le même essor, dans le même domaine, mais... Voilà, exactement. Voilà, donc il y a des modèles économiques qui vont se créer. Et le troisième point, ça je l'ai vu en 15 ans de tech, c'est que il y a d'un coup 10 entreprises sur un domaine qui font la plateforme, ça monte à 30, ça monte à 50, ça redescend à 30, ça redescend à 5, ça s'agrège. Et à la fin, il n'y aura plus que Green et Dimply, sans doute. Voilà. ça va se concentrer. Voilà. Donc je pense que pour répondre à ta question, il y aura sans doute 2-3 spécialistes, et puis certains qui vont se positionner en irrigation, d'autres qui vont se spécialiser en frontal du client, d'autres en dessous pour traiter l'enrichir. Voilà. Il y a de fortes chances que ça suive le même essor que ça a suivi dans d'autres domaines d'activité autour de la donnée, qu'on connaît bien dans le secteur financier, toi et moi, mais voilà. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je fais un dernier tour. Je pense qu'on va clore cette keynote un petit peu en avance, et je remercie les membres du panel. Un dernier mot peut-être, si le micro marche. Écoutez, dites-vous juste qu'avec la CSRD, le carbone, comme il fait de plus en plus chaud, enfin, on va parler que de réchauffement climatique pendant les 50 prochaines années. Donc, ça va devenir aussi répandu que la comptabilité financière. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas ce que représente la durabilité pour un KPMG dans son activité, mais il y a de fortes chances que ça puisse être moitié-moitié d'ici quelques années, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, je pense que c'est ça, dans les métiers du chiffre, si on peut dire, une des évolutions, la traduction la plus concrète, en fait, pour les entreprises. Voilà. Et c'est à la fois un challenge énorme, parce qu'on a régulé la finance en 30, 50 ans. Et voilà, on doit faire la même chose avec la carbone, aboutir à une deuxième comptabilité carbone en juste quelques années, parce qu'on ne peut certainement pas prendre 30 ans. Merci à tous. Cette keynote est terminée.